Bienvenue à tous pour ce tout premier épisode du Canap Geopolitics Club. Aujourd'hui, toujours avec le fringant Sedina, le magnifique Mohamed. On va parler de la guerre du football. Aussi choquant que ça puisse être, oui, le foot a été impliqué dans une guerre dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et je vais laisser Sedina faire la petite leçon d'histoire. Alors bonjour à tous, oui, je vais vous parler de la guerre du football, ou guerre de 100 heures. Mais bon, c'est moins drôle de l'appeler comme ça, donc on va l'appeler guerre du football. C'est une guerre en 1969 qui a opposé le Salvador au Honduras. Donc on se passe dans un contexte économique où le Salvador est beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus développé économiquement que le Honduras. Honduras qui à l'époque est le pays le moins développé d'Amérique centrale, pardon. Mais surtout, il est beaucoup plus densément peuplé, le Salvador. Du coup, ça mène à des émigrations parce que le Honduras avait de grandes surfaces cultivables qui n'étaient pas exploitées à la hauteur de l'événement, concrètement. Donc beaucoup d'émigrations salvadoriennes vers le Honduras. Cependant, du coup, ça a créé des tensions, évidemment, parce que l'immigration, ça crée toujours des tensions. Et d'autant plus quand les médias et les hommes politiques s'en mêlent pour essayer de cacher un peu leur bilan catastrophique. Et on a eu d'ailleurs quelques années auparavant, 2 ans auparavant, un incident diplomatique en 1967. Donc concrètement, on est dans un contexte assez tendu, et même s'il y a une zone de libre-échange entre les deux, même s'il y a des relations diplomatiques, on est dans un contexte où ça peut clairement péter à tout moment. Du coup, 1969, éliminatoire de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, et donc possiblement la première qualif des deux pays à la Coupe du Monde. Donc forcément, premier tour au Honduras, va y avoir quelques tensions, rien d'exceptionnel, hein, juste, bon, les Salvadoriens n'ont pas vraiment pu dormir. Normal, en vrai. Ouais, ça se comprend. En vrai. C'est pas très étonnant. Victoire hondurienne 1-0 du coup sur un but à la 90e. Petit événement triste. On constate que mademoiselle Amelia Bolaños, une jeune salvadorienne qui vit au Honduras de 18 ans, s'est suicidée à la suite du résultat. El Nacional, un média salvadorien, écrivait d'ailleurs que la jeune fille n'a pas pu supporter que la patrie soit mise à genoux. La joven chica no soportilla que... Bref. Une semaine plus tard, du coup, match retour sous haute tension, au Salvador, évidemment. On a eu un incendie de l'hôtel du Honduras, quand même. Volontaire, pas volontaire? On saura jamais, je pense. On saura jamais. Bizarre. En vrai. Bon, heureusement, aucune victime, du coup. Mais aucune victime, ils ont été changés d'hôtel, mais ils n'ont tout de même pas eu vraiment le droit de dormir. 3-0, retour au pays. Carré, sans bavure. Voilà, 3-0 Fanny, comme on dit. Bon, il y a eu des affrontements en tribune quand même, hein. Des blessés, des hôpitaux débordés, 2 morts. Il y a une fermeture de la frontière salvadorienne et hondurienne. Bon. Et du coup, les Honduriens s'en prennent beaucoup aux Salvadoriens du Honduras. Il y a un exode de 10 000 Salvadoriens dans les jours qui suivent d'ailleurs. Mais rebondissement, parce que nous, on le sait pas évidemment, mais à l'époque, c'était pas une histoire de différence de but. Il y a une victoire partout dans les comptes. Ça veut dire concrètement qu'il y a une finale au Mexique. Une finale pour des éliminatoires. Oui. Et c'est même pas le dernier tour en plus, hein. Putain, la dinguerie. Et... Rendez-moi le foot d'avant. Et du coup, match de folie au Mexique, ambiance électrique, tout ce que tu veux. Une victoire 3-2 du Salvador sur un but à la 90+7. Exceptionnel, le football qu'on aime. Le football. Le football. Mais du coup, voilà. Malheureusement, du coup, ça relance ces incidents à la frontière. Il y a des relais médiatiques, dont certains doutent de la véracité d'ailleurs au passage, d'affrontements et d'atrocités commises des deux côtés. Donc, expulsion de Salvadoriens, quelques tensions et tout. Chacun poste ses armées à la frontière lorsque, le 4 juillet 1969, le vice-consul du Salvador est assassiné. Pour un match de foot. Aïe, 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 aïe. Bon, ça allait péter à tout moment, tu vois, mais bon. Et du coup, bah forcément, rupture diplomatique.
guerre et offensive salvadorienne dans le golfe de Fonseca et sur certaines îles honduriennes, forcément. On a un bombardement de la capitale du Honduras avec l'aéroport qui est totalement détruit et des représailles sur la plus grande raffinerie du Salvador, donc des impacts économiques très très forts. 3000 morts, 15 000 blessés, beaucoup de villages détruits, l'industrie salvadorienne touchée, vraiment guerre totale, assez effrayant. On a 4 jours d'affrontement du coup, puis un cessez-le-feu grâce à la communauté internationale et à l'Organisation des États américains. Mais malheureusement, du coup, ça a mené à une, entre guillemets, rémigration bon, c'est estimé, on sait pas trop. Enfin, moi, j'étais pas là, donc j'ai pas pu certifier, tu vois. Mais entre 60 cas et 130 cas salvadoriens, sur les 300 000 qui étaient sur place quand même. C'est quand même énorme. Hein. C'est beaucoup. Bah, presque la moitié, quoi. Et du coup, on a un traité de paix qu'en 1980. Suspension de la zone de libre-échange jusque-là. Donc, ouais, assez compliqué. Assez compliqué. Pour revenir au foot, quand même, parce que c'est un peu important quand même. Ils gagnent du coup en finale des qualifs face à Haïti, le Salvador. Ouais. Mais malheureusement, ils vont à la Coupe du Monde, ils prennent 3-0, 4-0, 2-0, ils rentrent à la maison. Ça pique. Tout ça pour ça. Complexe un peu. Mais voilà, bah, du coup, on a pu constater que le football, c'était un déclencheur. C'est quelque chose qui a catalysé, qui a concentré toute la violence et qui au final a mené à l'explosion des tensions. C'est pas forcément la source des violences, évidemment. Il y avait des tensions qui préexistaient déjà. Mais on constate quand même que ça agit comme catalyseur et c'est quelque chose d'assez important que le sport ait ce rôle-là. En fait, je pense que, et ça c'est pas unique au football, c'est pas propre au football, mais souvent le sport c'est un moyen de projeter l'entièreté de la nation sur une personne ou sur 11 personnes. Yes. Et donc comme tu l'as dit avec la personne qui s'est suicidée, c'est vraiment l'honneur de la nation qui perd quand la nation perd. Et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en sport de combat. Typiquement quand on a eu Conor McGregor contre Khabib, en fait c'était l'Occident carrément contre d'autres pays comme la Russie, parce que c'est de là où il vient. Et donc, en fait, c'est vraiment des champions nationaux. On a ce terme-là pour les entreprises, le terme champion nationaux. Et ben, en fait, on va voir ça aussi pour les sports de combat et pour le foot. Et c'est la raison pour laquelle les gens sont tellement en train, ils se projettent tellement sur leurs sportifs que c'est leur honneur qui part et qu'ils sont prêts à mourir en guerre ensuite, tu vois. Yes. Mais c'est vrai que c'est dommage d'arriver à 3000 morts sur un match de foot, un but à la 97e. Yes. Mais ouais, intéressant. Mais moi je pense à une anecdote là qui me vient en tête dans laquelle le foot justement c'était pas l'élément déclencheur de la violence, à l'inverse c'était le retardateur de la violence. 73 donc Copa Libertadores, le Colo-Colo qui est donc un club de Santiago si je dis pas de bêtises au Chili affronte l'Independiente, donc club argentin très connu en finale de Copa Libertadores en juin 73 donc. Et l'épopée du Colo-Colo était en fait tellement invraisemblable que la nation chilienne qui était dans une sorte de marasme un peu à cause des réformes mises en place par Salvador Allende, le président socialiste, et les menaces de la CIA des États-Unis et l'ombre de Pinochet qui planait sur le pays. Eh bien, cette joie globale que le Colo-Colo a apporté au pays a fait que, d'après certains historiens, Pinochet aurait retardé son coup d'État de plusieurs mois, et au lieu de le faire à l'été 73, il s'est décalé donc au 11 septembre 73 pour justement attendre que les personnes soit redescendu de cette montée d'adrénaline en fait que le Colo-Colo avait provoqué dans tout un pays. C'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Le 11 septembre, il s'est passé beaucoup de choses sur les 11 septembre quand même. Bon. C'est vraie stratégie en tout cas. Et du coup, forcément, quand on parle de violence dans le football, moi j'ai pensé au hooliganisme, forcément. Hooliganisme qui culmine du coup au moment du drame du Heysel en 1985. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un drame qui a opposé lors d'une finale de LDC en 1985 qui a opposé Liverpool à Juventus. Pour la petite histoire, en 1984, il y avait déjà eu des tensions entre Liverpool et la Roma à Rome. Là, ça se passe en Belgique. Concrètement, c'est des hooligans, pas que de Liverpool, mais de toute l'Angleterre, qui s'en sont pris aux supporters turinois et aux Belges. Je sais plus combien de morts il y a eu, mais concrètement, c'est un drame au point que pendant 5 ans, les clubs anglais ont été totalement interdits de compétition européenne de foot. Donc ouais, c'est vraiment un événement marquant dans l'histoire du foot. Et ça montre que voilà, en termes de catalyseur et tout, là où le hooliganisme, bon, certains disent que c'est juste des effusions de violence sans forcément avoir de sens et avoir de sources plus sociologiques, etc. Moi, je considère que c'est vraiment le témoin d'une fracture sociale
au niveau de la société anglaise. Et forcément, c'est quelque chose d'intéressant à étudier. Bah justement, en tant que Parisien, parce que là, on le voit pas, mais je suis avec deux Marseillais. En tant que Parisien, je pense que c'est un élément qui est lié à notre histoire. Donc on l'a vu avec le virage Auteuil et les Boulogne Boys. Et donc je pense que ça revient fortement sur ce que tu viens de dire, c'est que les Boulogne Boys, c'était plus un côté très conservateur, plus âgé, et il y avait forcément des liens avec certains partis politiques. Et on avait le virage Auteuil qui était plus jeune et plus dynamique et qui n'avait pas forcément les mêmes valeurs. Et donc il y a eu des débordements. Il y a même eu la mort en 2010 de Yann Laurence. Et en fait, donc, c'est c'est vraiment une opposition politique et idéologique qui s'opère à travers des chants, à travers des violences, mais au sein d'un même club, au sein d'une même ville en fait. Et donc je pense que le sport dans beaucoup de domaines, et je pense qu'on aura la chance de le montrer dans l'épisode 2, c'est vraiment le miroir de la société. Et moi sur les sports de combat, j'ai beaucoup de choses à dire dans l'épisode 2, donc restez branchés. Mais donc c'est vraiment le miroir de la société et je pense qu'il faut pas vraiment s'arrêter, c'est pour ça aussi qu'on fait le podcast, il faut pas s'arrêter aux premiers aperçus qu'on peut avoir. Et même au niveau de la violence, moi j'ai vu des reportages qui étaient très intéressants sur le hooliganisme moderne. Je voulais avoir votre avis là-dessus parce qu'en fait aujourd'hui les hooligans ne se battent quasiment plus dans les stades puisque bon bah bien évidemment suite au drame du Heysel et à d'autres drames en Angleterre, en France et dans des pays nordiques par exemple, on a un contrôle qui s'est accru, notamment policier, des supporters. Et en fait aujourd'hui du coup les gens ne se battent plus dans le stade mais en dehors sur des places avant le match, mais surtout en fait aujourd'hui sur des terrains vagues, dans des forêts, dans des clairières, à l'abri de tous les regards et sans aucun calendrier sportif. Donc en fait, les clubs vont se battre pour le plaisir de se battre. Et en fait, voilà, moi je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une forme un peu plus acceptable de hooliganisme, voilà, de les laisser faire ça de leur côté, pour qu'au moins du coup la violence quitte les stades, ou au contraire c'est complètement stupide et du coup ça n'a plus aucun rapport avec le sport en ce moment. Bah, en fait, je pense que c'est c'est pas forcément plus acceptable. Disons que c'est juste concrètement le fait que les stades sont de plus en plus sécurisés, de plus en plus réglementés, que les places coûtent de plus en plus cher aussi, surtout en Angleterre, que forcément, du coup, les gens vont se battre dans la rue. Mais je trouve que le hooliganisme dans la rue, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque des années 70-80. Euh, Quand il y avait match, concrètement, tous les bars alentours, etc. Enfin, c'était le chaos autour, concrètement. Donc, je pense que je sais pas si c'est quelque chose de foncièrement nouveau, mais par contre, oui, j'y trouve écho. Forcément, habitant à Marseille, on se souvient de, je sais pas, les OM PAOK, etc. Ce type d'événements-là. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Faut savoir que à l'époque de Euro 2016, du coup, bon, moi, j'ai grandi à Marseille, évidemment. Et quand j'étais petit, j'étais en centre aéré. Et concrètement, on avait fait une petite activité comme quoi on allait ramasser des déchets à la plage et on nous offrait des places pour l'Euro 2016 pour Angleterre-Russie au Vélodrome. Angleterre-Russie. On n'a pas eu la même école, les frères. Et du coup, concrètement, dans l'après-midi, il y a beaucoup de violence sur le Vieux-Port qui éclate et tout, parce que l'Angleterre et la Russie, quoi. Et moi, pendant toute l'après-midi, du coup, je priais pour que mes parents voient pas. Et du coup, ça va. Je suis allé voir le match. J'étais côté anglais, heureusement, parce que c'était virage nord. Virage sud, en face, je te mens pas, quand il y a eu le but à 90+3 de la Russie, ça s'est tapé sur la gueule, je te mens pas. Moi, ça va, perso. Mais, voilà, quoi. Mais non, en vrai, ce qui est plus acceptable dans cette forme de hooliganisme, c'est que du coup, ceux qui ne veulent pas être affiliés à ça, au moins sont pas affiliés à ça. Parce que dans les stades, justement, tu vois, un mec comme Seydina, bah, il a rien demandé. Et donc, il peut être victime collatérale de ce genre de choses. Mais si tu vas te taper sur un terrain vague, il n'y a pas un gosse de 5 ans qui sera là, tu vois, en dommage collatéral. Donc, c'est plus acceptable sur ce côté-là, mais c'est moins encadré aussi. Mais en fait, même le terme acceptable pour la violence, et la violence, pour en parler longtemps, là, tous les trois yo concours, les frères. Donc, on peut en parler longtemps. Et d'ailleurs, force à ceux qui passent ce concours. Je sais pas s'ils verront ça avant ou après, mais force à vous. Et c'est plus acceptable sur ce côté-là, mais en fait, sociologiquement, tu commences à te douter un peu de. T'as le temps de redescendre du match, t'as le temps de redescendre du résultat, tu vas faire le trajet pour. C'est que. Il y a un vrai souci derrière. Et c'est des gens qui veulent se défouler très souvent, je pense. Et même au-delà de ça, moi je pense, c'est pas forcément étayé par encore des études, mais je pense que ça montre aussi une sorte de rapprochement entre les mouvances hooligans et les partis, voire les groupuscules d'extrême droite, ultra droite, avec du coup, bah, je pense que quand même ça se professionnalise. Alors c'est un grand mot, mais on n'est plus sur des gars qui arrivent torchés au match et qui se tapent parce que bah l'alcool et l'adrénaline aident et la haine de l'autre.
voilà, c'est un peu, alors, la haine de l'autre. Au foot, c'est banalisé, c'est pas forcément normal, mais voilà. Mais là, c'est vraiment des groupuscules qui, en fait, vont s'entraîner, vont s'armer, vont, faire des stratégies, etc. Juste pour se taper. Et moi, en fait, pour moi, le parallèle est quand même assez évident avec aujourd'hui les milices ultra-droite. En plus, on est à Lyon. On est quand même dans une des villes où ces milices pullulent. On l'a vu encore il y a quelques mois, voire semaines, avec la mort de Quentin Desranques dans ces affrontements. Et en fait, pour moi, genre, je peux pas m'empêcher de voir des liens évidents entre ces mouvances-là qui vont à chaque fois professionnaliser leur violence, s'entraîner de plus en plus et quitter en fait l'amateurisme et juste les stades pour au final devenir en fait de vrais gangs, moi je trouve aujourd'hui. Bah, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. En fait, je pense que l'élément déclencheur de tout ça, et c'est là je trouve ça intéressant, c'est que le sport, sa qualité première, ça va être aussi son défaut premier, c'est que ça réunit tout le monde. Et en fait, le problème, c'est que quand tu mets des gens qui vont avoir la même passion, mais qui vont avoir des valeurs qui sont opposées, c'est là où ça va péter. Donc, typiquement, la boxe dans les années 1900, début des années 1900, même tout le XXe siècle, bah, en fait, c'est un sport où tu sais que l'entièreté du monde va regarder ce mec-là, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ils vont tous être fans du combattant blanc ou du combattant noir. On en parlera dans le deuxième épisode. Mais du coup, c'est des valeurs totalement opposées, mais c'est un seul ring. Ou c'est un seul stade de foot. Donc, c'est la raison pour laquelle la première qualité du sport, c'est son premier défaut. Et on a tous ces découlements sociologiques qui en ressortent. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, je pense, un peu important de se dire ça. Et aussi, petit disclaimer, les gars, c'est du sport. Voilà, on l'a peut-être vu de manière un peu moins importante avec la CAN, où il y a eu tout ce côté-là. Je suis avec mon frère sénégalais, je suis marocain, donc ça ressort évidemment, ça reste du sport. Donc pour ceux qui regardent, pour ceux qui entendent, restez plutôt sur le côté sportif, ça c'est assez important de prendre du recul par rapport à ça. Mais il y a beaucoup d'éléments sociologiques qu'on peut ressortir de ces domaines-là, et c'est vraiment intéressant de plonger dedans, quoi. Yes. Alors du coup, moi, j'aimerais rebondir sur un dernier axe. On va revenir un peu sur le côté géopolitique. La FIFA, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Corruption. Lobbying. Tout corrupt. Ouais. En fait, aujourd'hui, le foot, voilà, c'est le foot business, hein. On est très loin des années 70 dont on parlait à l'époque, où le foot, c'était quand même une affaire, entre guillemets, encore beaucoup d'ouvriers, de classe populaire. On a aujourd'hui, en fait, un foot qui s'est devenu un produit. Et c'est même plus, en fait, pour moi, un sport à ce point-là, c'est un produit aujourd'hui qu'on vend aux gens. C'est-à-dire que les places sont exorbitantes, les maillots sont exorbitants, 100 balles un maillot. Pour avoir des cornes sur les épaules. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, tout est hors de prix, tout est fait pour le business. Et la FIFA participe à ce modèle-là. Et d'autant plus que si on regarde sur la décennie en fait 2020, Coupe du Monde au Qatar, pur business. Le Qatar n'est pas un pays de foot. Oui, la Coupe du Monde était bien. Alors, on ne parlera pas à ce moment-là des milliers d'esclaves qui ont travaillé sur les chantiers pour reproduire à temps. Mais la Coupe du Monde en aspect purement sportif était incroyable. Mais Qatar n'est pas un pays de foot. États-Unis, c'est pas un pays de foot. Encore une fois, on cherche à développer, on cherche à faire de l'argent. Et au-delà de ça, c'est quand même un pays dont les politiques actuelles sont à l'antithèse de ce que doit représenter le football. Et enfin, on a, il me semble, l'Arabie Saoudite qui s'était positionnée, etc. Ouais, pour 2030. Pour 2030. 34 34, c'est 34, ça. je crois. Enfin voilà, moi aujourd'hui, oui, ces clubs-là ont des ligues qui se développent. Oui, le Qatar possède le Paris Saint-Germain, un des plus grands clubs du monde aujourd'hui. Mais pour moi, c'est pas des pays de foot. Et en fait, c'est pour ça, le sport business commence à me dégoûter un peu de ce sport. En fait, concrètement, c'est ça, c'est que le foot, c'est vraiment devenu un outil non seulement économique, mais aussi et surtout un outil de soft power. Tu as mentionné le Qatar tout à l'heure. On constate, désolé, mais l'achat du PSG, concrètement, c'est clairement un outil de soft power. La Coupe du Monde 2022, acheter à grands coups de billets, de montres sous la table, évidemment, c'est un outil de soft power. Et aujourd'hui, ils ont réussi leur coup, ils ont mis le Qatar sur la carte du monde. Donc concrètement, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, on en est à un stade où ça va être compliqué de se dire, voilà, on veut que le foot, ça reste le foot. Parce qu'en fait, il y a trop de grosses sommes en jeu. Il suffit de voir le PIF, ce qu'ils mettent en Arabie Saoudite, mais c'est des sommes, mais irréelles. Et même au-delà de l'aspect économique, c'est même devenu un outil de hard power, dans le sens où ça peut être littéralement des sanctions. On l'a vu en Russie en 2000, lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine, littéralement un outil de sanctions. Quand la FIFA a littéralement suspendu, la FIFA et l'UEFA ont littéralement suspendu
la Russie de toute leur compétition. Après, il faut le savoir, c'est à nuancer parce que c'est pas certains critiquent le fait que la FIFA ait pas suspendu Israël par rapport à ce qui se passe en Palestine. Faut savoir que la suspension de la Russie, c'est pas forcément du fait de la FIFA en elle-même, mais surtout des fédérations qui sont adhérentes à la FIFA, qui ont mis pression pour suspendre la Russie. Ouais, mais justement, moi, tu parles d'Israël, c'est un des points que j'aimerais aborder sur ce sujet, avec les États-Unis également. En fait, aujourd'hui, moi, je pense que c'est légitime de se poser la question. Alors, je dis pas il faut réintégrer la Russie, mais je pense que c'est légitime de se poser la question de pourquoi la Russie est toujours exclue, alors que les États-Unis, qui mènent des guerres illégales en Iran, au Venezuela, ou Israël, qui le fait la même chose au Liban, en Palestine, en Iran également, aujourd'hui, en fait, ne sont même pas inquiétés. Et en pire encore, un de ces pays va accueillir la Coupe du Monde, alors que il a quand même des politiques, par exemple, anti-migratoires, anti-entrée de beaucoup de personnes de ces pays-là qui vont venir pour la Coupe du Monde. Et en fait, moi je pense que, comme tu l'as dit, en fait, c'est pas juste un outil de hard power, c'est surtout un miroir des relations internationales et des positionnements qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas grave, les États-Unis, ils ont le prix FIFA de la paix. Attention. On me lance pas là-dessus. Attention. Me lance pas là-dessus. Mais voilà, encore une fois, le prix FIFA de la paix pour faire plaisir à Donald Trump, pour faire mousser Gianni Infantino, c'est en fait finalement, mais c'est ni plus ni moins que de la corruption. Alors il y a pas de montant, il y a machin, mais derrière ça garantit que la coupe va être sponsorisée et que le foot va avoir son développement et que du coup Gianni va toucher des billets et va toucher des émoluments plus importants parce qu'il aura participé à agrandir le business de la FIFA. Et puis même, je trouve qu'au niveau de la société, je trouve ça assez ironique, le fait qu'il y a eu beaucoup d'appels au boycott, à juste titre, de la Coupe du Monde au Qatar, mais qu'on n'ait pas vraiment d'appel au boycott de la Coupe du Monde aux États-Unis, alors que c'est un pays qui est belligérant dans beaucoup plus de guerres. C'est un pays qui, je suis désolé, mais des cautions de $15 000, je sais plus exactement c'est combien le montant, mais des sommes comme ça, pour pouvoir venir regarder la Coupe du Monde. Le prix des billets exorbitant, pardon, mais c'est à l'encontre de tout ce que le football prône, tout ce que le sport prône. On n'est plus, malheureusement, voilà, moi je suis désolé, mais cette Coupe du Monde aux USA, moi j'ai peur que ça soit un fiasco. Bah, pour venir sur ce que vous disiez, ce qui était intéressant, c'est que pour moi, les sanctions sportives qu'a eu la Russie, à juste titre d'ailleurs, sont à l'image des sanctions économiques. Donc c'est-à-dire qu'on a eu des sanctions économiques pour la Russie, on en a pas eu pour Israël, et encore moins pour les États-Unis évidemment. Donc en fait c'est vraiment, et c'est là du coup le terme miroir s'applique plutôt bien. Yes. Et pour ce que tu disais sur le fait que ce soit une catastrophe, bah en fait si on regarde les plus grands pays de football, c'est souvent des pays qui ont des relations diplomatiques avec les États-Unis qui sont assez importantes. Donc c'est-à-dire que si la fédération française ou que tu regardes le Royaume-Uni et qu'ils mettent la pression sur la FIFA pour te dire bah si on a la Russie, nous on participe pas, t'as pas envie de pas avoir Mbappé, tu vois, en 2022. Et je pense que du coup, quel pays va pouvoir mettre la pression aux États-Unis et aux autres pays occidentaux sur le fait de ne pas participer à la Coupe du Monde? Personne. Et tu veux dire quelque chose, vas-y. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que l'Espagne avait évoqué le fait de boycotter. Oui. Mais encore une fois, comment Yamal, Pedri, Gavi et toute la bande ne peuvent pas être à la Coupe du Monde, en fait. C'est ça. Économiquement parlant, tout simplement. Et puis même c'est pour vendre des maillots et faire faire tourner l'économie en Espagne sur le foot. Je parle de l'économie du foot. Yes. Ils ont besoin de la Coupe du Monde et de ses retombées sur la valeur des joueurs, sur la valeur des clubs, sur la valeur de la ligue, pour les droits télé, etc. C'est ça. Et non, mais ce sera un impact. Et encore une fois, si t'es le seul à boycotter, t'as pas assez de pouvoir pour. Et du coup, le pouvoir de l'Espagne se limite à son pouvoir sportif parce qu'on l'a vu sur le plan géopolitique, sur ce positionnement sur l'Iran ou sur Israël, on n'a pas eu de répercussions par rapport à ses prises de position. Donc, c'est-à-dire que son pouvoir diplomatique est très limité. Et donc non, mais c'est intéressant justement de voir que c'est vraiment un miroir de la diplomatie actuelle. Et je pense que ça va être une catastrophe les États-Unis sur le plan à la fois sportif, parce que comme on l'a dit, c'est pas un pays de football, et donc ils n'ont pas forcément la connaissance de la manière dont on va gérer cette Coupe du Monde. Et sur le plan culturel, bah, je pense qu'il y aura aussi ces limites-là. Mais non, c'est intéressant. Encore une fois, on l'a dit, ne vous arrêtez pas au sport en tant que sport, mais vraiment essayez d'aller au-delà. Non, vas-y. Non, vas-y, dis ce que tu veux dire. Ouais, et puis même, si on parle côté sportif, y a pas vraiment de hype et tout, là. Personne se hype pour la Coupe du Monde, c'est une folie. Ouais, parce que c'est une Coupe du Monde, mais pas beaucoup plus, quoi. Moi, j'avais une question aussi. T'avais pas une petite anecdote à nous donner, là? T'avais pas une petite histoire à nous... C'était Angleterre-Russie. Angleterre, ok, c'est celle-là. on coupera ça au montage. Ou pas. C'était celle-là, cette fameuse... Non, mais ok, intéressant.
Est-ce qu'il y avait un petit dernier mot de la fin pour Encore une fois, comme Mohamed vous l'a dit, vous arrêtez pas au foot ou au sport, regardez ce qu'il y a derrière. Continuez de suivre Canap Géopolitique Club, puisque c'est nous qui allons vous apporter, alors pas la vérité, mais des éléments pour vous aider à comprendre ce qu'il y a derrière le sport, le foot notamment, parce que c'est le sport le plus populaire. Mais voilà, continuez de nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, sur les plateformes de podcast. On a besoin de votre soutien. Et voilà, et puis on se dit à la prochaine pour l'épisode 2. Restez branchés. Merci beaucoup.